je faisais le programme hier et j'ai trouvé un RE négatif. Est-ce que tu sais pourquoi? Et non, effectivement, en essayant de faire le problème, c'est assez complexe. Les données sont pourtant claires, mais ce qui nous pose vraiment problème, c'est par rapport au gain de tension. Peut-être qu'on peut demander un peu plus d'explications Oui, s'il vous plaît. au professeur. Bonjour Cléa, bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Là, c'est un problème de conception. Donc, notre but, c'était de pouvoir analyser un circuit, mais à la fin de la session, on voulait que l'étudiant puisse faire la conception, le design d'un circuit. Donc, dans ce problème-là, lorsqu'on parle de conception, il faut faire le mélange entre le DC, l'analyse DC, et l'analyse AC. Donc, ce qu'on va faire, on nous donne une information, mais probablement le problème que vous avez eu comme résistance négative, parce qu'on vous dit que c'est l'amplitude du gain qui est égale à 100. Donc lorsqu'on dit l'amplitude, cela veut dire que la valeur absolue de AB est égale à 100. Donc on va démarrer avec ce problème parce qu'il y a une information qui nous est donnée. C'est une information qui est AC. Donc on va écrire la formule, premièrement, du gain, mais avant de continuer, essayons d'analyser ce circuit. Donc la première question qu'on se pose, quelle est la configuration de cet amplificateur en AC? Est-ce que c'est émetteur commun, base commune ou bien collecteur commun? Donc, pour savoir, je ne sais pas, Léa, tu avais la difficulté peut-être à identifier la configuration. Essayons de voir où est le signal qui rentre en AC. Donc, ici, on voit que le signal V, il rentre dans la base. Okay, donc, l'entrée et la base. Oh, donc, on est en train de parler en AC. La sortie, c'est sur le collecteur. Donc, sortie, c'est sur le collecteur. Donc, automatiquement, le point commun, ça va être l'émetteur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'émetteur commun. CE. Lorsqu'on rentre, par exemple, à l'émetteur et on sort sur le collecteur, ça devient base commune. Et lorsqu'on rentre à la base et on sort sur l'émetteur, ça devient collecteur commun. Okay, imaginez que, en même temps que j'ai une sortie ici, j'ai une autre sortie ici. Je peux la voir. Donc, ce point-là, cette configuration ici, pour cette sortie-là, c'est une configuration collecteur commun. Pour cette sortie, c'est une configuration qui est émetteur commun. Donc, c'est le même circuit, mais j'ai deux sorties. Une sortie en émetteur commun, l'autre, ça va être une sortie qui est en collecteur commun. C'est très intéressant parce qu'on peut avoir deux sorties avec un seul circuit. Ça serait intéressant. Donc moi, ce que je vais faire, je vais écrire la formule de l'émetteur commun, parce que ça, c'est la configuration émetteur commun. Donc, on sait qu'on n'a pas besoin de redémontrer la formule. Par exemple, à l'examen, on ne peut pas le démontrer, on n'a pas le temps. On sait que c'est moins RC en parallèle avec RL, divisé par RE plus grand RE. Donc ça, c'est la formule générale que j'ai dans mes notes. Là, il faut que j'adapte cette formule avec ce circuit. Donc, premièrement, je remarque que cette résistance est court-circuitée par le condensateur en AC. Donc, cette résistance n'existe pas, parce qu'il y a un court-circuit. Hein. D'accord? Donc, ça, c'est la formule que j'ai. Donc, la valeur de RL est connue, c'est 6000. Le gain en valeur absolue, c'est connu 100, c'est-à-dire c'est moins 100. Okay? La valeur de RL est 6000, pardon. Donc, il y a deux inconnus. Il y a le courant RE, la résistance RE que je ne sais pas la valeur, plus la résistance RC. Oui. Donc là, j'ai une équation à deux inconnus. Je ne peux pas résoudre le système. Donc, par contre, on nous dit que la résistance de sortie est égale à 6000 ohms. Je sais que dans la configuration émetteur commun, la résistance de sortie est égale à RC. Donc, je viens de calculer la valeur de la résistance RC, 6000. Donc, vous voyez ici, je viens de trouver cette relation. Donc, je vais prendre la formule en haut un petit peu. Moins 100 qui est égal à moins 6000 en parallèle avec 6000 qui me donne 3000. De résistance identique, ça me donne la moitié de cette résistance divisé par la résistance RE. Donc, automatiquement, je viens de calculer la valeur de la résistance RE. Ok, donc, RE connu, là, ce que je vais faire, on va effacer cette partie-là. C'est pas grave. Là, je dois trouver le courant qui circule dans le transfert, mais au niveau de DC. Je sais que ICQ est égal à 0.026 divisé par RE. Okay? Donc, connaissant la valeur de RE, je trouve la grandeur de ICQ. D'accord? C'est une grandeur DC, c'est une grandeur qui est AC.
D'accord? Là, je viens de calculer R. Maintenant, dans la question, on vous dit qu'on veut avoir une exclusion symétrique maximale. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si j'ai la caractéristique de sortie VCE en fonction du courant IC, j'ai une droite que j'appelle la droite de charge dynamique. La droite de charge dynamique. Et le point d'opération est toujours sur la droite de charge dynamique ou bien la droite de charge statique. OK? Donc, puisqu'on regarde en AC, pour savoir comment mon signal va fluctuer à la sortie en AC, il faut que j'utilise la droite de charge dynamique, qui va passer par un point ici qu'on appelle ICC' et un autre point ici qu'on appelle VCC'. OK? Dans l'énoncé du problème, on veut que le point d'opération soit exactement au milieu, VCEQ ici, et exactement au milieu de ICC', ICQ. D'accord? Pour respecter cette condition, j'ai une formule, on peut démontrer ça. Il faut que le courant ICQ soit égal à VCC divisé par RDC plus RAC. Donc si j'ai cette condition, automatiquement mon point d'opération va être exactement au milieu de la droite de charge dynamique. Donc là, je dois chercher c'est quoi la valeur de RDC, c'est quoi la valeur de RAC. OK? Donc RDC, c'est la résistance totale que le transistor voit à sa sortie en DC. Donc j'ai la résistance RC plus la résistance RE. OK? RC plus la résistance RE. Pour le RAC, c'est quoi? C'est en AC que je dois regarder. Donc cette résistance est éliminée. Donc j'ai cette résistance qui est en parallèle avec la résistance RE. Donc c'est RC en parallèle avec la résistance RE. OK? Donc ICQ, j'écris la formule, est égale à VCC divisé par RC plus RE plus la résistance AC qui est égale à RC en parallèle avec RE. D'accord? On est d'accord à date. Hein? Donc, quelles sont les grandeurs qu'on connaît? Donc, on vient de calculer le courant ICQ. VCC est donné par l'énoncé du problème. On vient de calculer RC. OK? Donc, il nous manque... c'est une équation encore à deux inconnus. Donc, on ne peut pas résoudre ce système-là seul. Il faut qu'on trouve autre chose. RL est donné. RL est donné, oui, OK. RL est donné, donc oui, c'est vrai, on peut calculer RE. Donc là, on va calculer la résistance RE. OK. Donc il y a deux résistances qui sont déjà calculées. Il faut qu'on calcule R1 et R2. D'accord? Alors à ce stade-là, si on n'avait pas le condensateur au bord de RE, qu'est-ce qui va changer? Juste, dans la formule ici, il fallait qu'on ajoute, je vais écrire ça en vert. En rouge ou en vert. En vert, il fallait qu'on ajoute ici plus la résistance RE. D'accord. OK? Et quoi encore? Pardon? Et quoi encore? Au niveau de AC, tu veux dire? Oui, s'il n'y avait pas le condensateur, qu'est-ce qui changerait dans tout ce raisonnement? S'il n'y avait pas de condensateur en parallèle avec RE. Oui. Oui, mais on a ajouté ici une résistance. D'accord, mais dans les autres formules, là, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il faut changer encore? Ici, est-ce qu'il y a quelque chose? La formule du gain. Oui, exactement. C'est ça. Donc là, ça complique un petit peu la vie, hein, parce que ici, on avait dit que c'est une équation à un seul inconnu. Là, on a une équation à deux inconnus, déjà, en partant. Ici, à ce moment-là, on va avoir des petits problèmes, parce qu'ici, on n'aura pas directement la valeur de RE. Donc là, il faut faire des approximations, et vous allez voir c'est quoi cette approximation tout à l'heure. Bon, ici, il y a une chose qui est très importante, on nous donne l'information de RI. OK? RI, c'est quoi? La résistance d'entrée d'un émetteur commun, c'est RTH en parallèle avec bêta fois RE plus RE. OK? Donc ça, on l'a vu en classe. Donc ça, c'est la formule générale. Donc, puisque j'ai un condensateur en parallèle avec RE dans ce cas-là, cette résistance est éliminée. OK? Donc, ces deux grandeurs sont connues. La résistance RI est connue. On nous demande d'avoir une résistance d'entrée qui est égale à 1000 ohms. Donc, je peux facilement calculer la résistance du terminal RTH. Maintenant, je vais retourner à un autre point, c'est que, ici, je peux me déplacer. Oui. Donc là, j'aimerais prendre ce circuit en DC et faire l'équivalent de terminal. Donc, en DC, je vais avoir ce circuit. Alors quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu vas chercher à faire maintenant? Mon objectif, c'est de pouvoir déterminer les deux résistances R1 et R2. D'accord. Donc, là, pour trouver ces deux résistances, j'ai besoin de RTH, la résistance du terminal,
et la tension de terminal. Donc RTH, je viens de calculer, donc il me reste la tension de terminal. Donc là, ça c'est mon circuit. Hein. Donc RC, VCC. J'analyse maintenant en DC, je ne regarde pas le AC. Donc ça c'est RTH, ça c'est VTH. Et donc ici, ça c'est 0,7 volts. Donc là, la chute de tension dans cette résistance est connue. Donc si j'applique la loi de quelque chose dans cette main, je peux trouver VTH. On est d'accord avec ça? Si VTH, je peux écrire que VTH moins RTH fois IB moins 0,7 moins RE fois IC qui est égal à 0. Donc toutes les grandeurs sont connues. Ah. Donc ici, on peut trouver la tension VTH. Donc une fois qu'on connaît la tension VTH et RTH, automatiquement, on avait vu en classe une formule pour calculer la résistance R1 et la résistance R2. D'accord? Là, des fois, on a tendance à utiliser cette grandeur. Si on a beaucoup d'inconnus, on va prendre cette information comme une équation de design. Ça peut arriver. 0,1 fois bêta fois RTH. Ça va nous donner ça va nous assurer que le courant IC ne va pas varier en fonction de la variation de bêta. Pourquoi? Parce qu'on sait que le courant IC est égal à VTH moins 0,7 divisé par RTH sur bêta plus la résistance R1. Donc si cette quantité est beaucoup plus petite que RE, le courant IC va être indépendant de bêta pour stabiliser le transistor. Donc cette information-là, c'est vraiment approximativement cette relation. Okay? Dans ce cas-là, on n'a pas eu besoin d'utiliser cette expression-là. Parce que des fois, on peut avoir une contradiction. Si on prend cette formule telle qu'elle est, on peut avoir une contradiction avec la résistance d'entrée. Donc il faut faire attention. Si vous avez assez d'équations pour résoudre le problème, vous n'avez pas besoin d'écrire cette expression-là. OK? Parfait. Est-ce que c'est clair ou bien... Vous pouvez prendre une photo. Hein? Thierry, tu peux prendre une photo. Oui, ça serait bon. Donc ça, c'est vraiment la conception d'un circuit simple qui est en émetteur commun. Je vais voir quelles sont les informations qui sont données. Mais là, qu'est-ce qui reste dans votre esprit? Par exemple, l'analyse d'essai, ça sert à quoi? Ça se base. Polariser le transistor pour trouver le point de fonctionnement. Exactement. Donc c'est ICQ et VCEQ essentiellement. Et l'analyse AC en général? Pour trouver l'amplification d'intention ou trouver les autres valeurs dont on a besoin. C'est ça. Donc ça nous permet de calculer le gain, l'amplification. Puis l'impédance d'entrée aussi souvent et l'impédance de sortie qui sont des paramètres importants, surtout quand on fait des montages l'un à la suite de l'autre. Il y a besoin de ces informations-là. La droite de charge, on a parlé de la droite de charge. On a parlé de la droite de charge. Est-ce que tu as pris une photo, Thierry? C'est quoi? Bon, je vais effacer cette partie. Donc là, on va prendre la définition de ces deux droites de charge statique et dynamique. Hein. C'est très important. Donc, je prends la caractéristique de sortie, c'est ça. Hein. Donc, en réalité, j'ai plusieurs courbes que je ne vais pas présenter. Donc, la droite de charge statique doit passer par VCC et un autre courant qu'on appelle ICC, qui n'est que le courant de saturation, okay? Qui est égal à VCC divisé par RDC. Donc la pente ici, c'est moins 1 sur RDC. D'accord? Donc ça, c'est la droite de charge statique. Là, on va comprendre pourquoi, quelle est la différence pour les deux. La droite de charge dynamique va passer par un autre courant qu'on appelle ICC' et par une tension qui est égale à VCC'. D'accord? Le point d'intersection de ces deux droites va me donner le point d'opération, bien le point de fonctionnement. Donc cela veut dire que je viens de déterminer la tension VCEQ et je viens de déterminer le courant ICQ. Okay, maintenant, n'oublions pas qu'il y a des courbes. Hein. Il y a des courbes qui sont en train de passer par ce point-là. Ça, c'est par exemple pour IB1.
Donc, en même temps, j'ai trouvé le courant de polarisation aussi en même temps. Mais on n'a pas toujours cette courbe-là, on n'a pas toujours. Donc, c'est mieux de voir les deux droites de charge d'intersection va me donner le point d'opération. Ou bien je dois faire le calcul numérique. Au lieu de faire le graphique, moi, il faut que je trouve la valeur numérique de I1Q. Okay? Donc, là, la droite de charge statique, normalement, ça nous donne l'information sur le point d'opération, mais on peut trouver différemment aussi. C'est pas le point d'opération, on peut trouver d'une autre façon. Mais ce qui nous donne comme information aussi, il nous donne l'information sur le courant de saturation. C'est-à-dire cette valeur-là ici. Mais on peut le trouver aussi avec la formule, je l'admets. C'est-à-dire, la droite de charge statique, ce n'est pas une droite qui est très importante. C'est bon, parce qu'à partir de cette droite de charge statique, on a trouvé la droite de charge dynamique, en faisant la dualité. D'accord? Ce qui est le plus important, c'est la droite de charge qui est dynamique. La droite de charge dynamique va nous donner quelle information? Il va nous dire comment la tension de sortie va évoluer, comment le courant IC va évoluer, le courant en AC. Et ça, c'est très important, parce que si je prends d'une autre couleur, si je prends par exemple une polarisation qui est à ce point-là, donc mon signal, mon courant peut bouger, par exemple, jusqu'ici. Si ce n'est pas juste au milieu, donc il va bouger de cette façon-là, mon courant. La tension va bouger, quelque chose qui va faire ça. Donc je vois que la tension à la sortie, VCE, bouge de cette façon-là. Donc là, s'il y a un éclatage ou bien une saturation, je vais le voir directement sur le graphique. C'est ça l'avantage de la droite de charge dynamique. Okay? Parce que cette droite-là, c'est toujours valide pour un BJT. Dans ce cas-là, c'est NTN. Mais si on prend pour le fait, par exemple, si je prends pour le JFET, qui va être dans le cours d'aujourd'hui, okay? Donc, on va tracer la caractéristique de sortie, c'est VDS en fonction de ID. Donc, vous voyez qu'il y a une dualité entre IC et ID. VCE, VDS, c'est la même chose. Donc, exactement les mêmes droites qui vont être mises en jeu. C'est-à-dire, ici, je vais avoir, à la place de VCC, je vais avoir VDD. Ici, je vais avoir VDD'. Et ici, ça va être IDD'. La même chose. Et ce point d'intersection va me donner VDSQ, le point d'opération, et ça c'est, IDQ. Le même raisonnement exactement, sans redémontrer les formules. C'est ce qu'on appelle par dualité. Les pentes sont identiques. Cette pente-là, c'est moins 1 sur RAC. La pente, ça c'est moins 1 sur RDC. D'accord? Là, j'ai une question à vous poser. Ici, comment je calcule ICC'? Comment je calcule? C'est quoi les valeurs ici? ICC', BCC'. Donc ça, il faut l'avoir, cette information. Donc, le courant ICC', c'est la polarisation du courant ICQ plus la tension au point d'opération divisé par RAC. Et VCC', c'est le point d'opération VCEQ plus donc, une autre tension qui va être égale à ICQ fois RAC. Donc ça, c'est une information qui est importante. Okay? Vous remarquez que ça dépend toujours du point d'opération plus de la résistance RAC. Okay? Donc, on le voit ici, hein, dans cette formule-là. Cette grandeur, c'est la tension VCEQ. Et cette grandeur-là, c'est le courant ICQ multiplié par RAC. Donc, c'est deux tensions, la somme de deux tensions. Pour le courant, c'est le même raisonnement. Ici, on a ICQ, qui est cette grandeur, plus cette grandeur-là qui va être VCEQ divisé par RAC. Parfait. Thierry, d'autres questions que tu as? Une photo encore. Oui, prends une photo. Non, mais je vais poser une question. Oui. De la droite de charge statique, qu'est-ce qui nous intéresse sur toute cette droite? Non, mais en tant qu'intérêt, qu'est-ce que le point d'opération, est-ce que c'est intéressant ou bien non? Oui, le point d'opération. Parce qu'on l'appelle droite de charge, c'est ça la confusion. Mais en fait, de cette droite, on a besoin, et ce qui nous intéresse, c'est seulement le point de fonctionnement. Oui. Et dans le circuit, on ne va pas bouger sur cette droite-là. C'est seulement ce point-là. Par contre, la droite de charge dynamique, on va la sillonner, il va y avoir des excursions là-dedans. C'est ça la différence à saisir, c'est que sur cette droite de charge statique, tout ce qui nous intéresse, c'est le point de fonctionnement.
D'accord. Mais il y a une confusion chez les étudiants parce que pour trouver la loi de charge statique, je vais effacer cette partie-là, juste un moment. Donc, comment on a trouvé la loi de charge statique? C'est qu'on a appliqué la loi de Kirchhoff à la sortie. Ok, donc on a dit que c'est VCC moins HC fois IC moins VCE moins RE fois IC qui est égal à 0. Ok, donc on a trouvé IC est égal à moins VCE plus VCC divisé par RC plus RE. Et cette grandeur-là, c'est en fin de compte la résistance RDC. Ok, donc là, ça c'est la représentation d'une droite, c'est cette droite. Mais finalement, si on connaît toutes les valeurs, on arrive à trouver le point d'opération. C'est ça la différence avec. Donc si je connais la valeur de VCC, si je connais RC, RE, RDC, toutes les grandeurs, là, je peux trouver le courant ICQ, je peux mettre la tension VCQ à ce moment-là. Une fois que le point d'opération est connu, ce n'est plus une équation, c'est juste une valeur fixe. Le courant ICQ est une valeur fixe, la tension VCQ est une valeur fixe. C'est autour de ce point-là que le signal va bouger. Soit le courant, soit la tension. OK? Bon, Parfait. D'autres questions? C'est fait? Oui. OK. D'autres questions sur le devoir?